Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Il était une fois, repenser l'entreprise. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir le professeur Philippe de Hauth, professeur émérite à l'Université catholique de Louvain. Philippe de Hauth, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, il y a quelques semaines, il y a eu cette journée à succès organisée par la DIC Repenser l'entreprise, qui est en fait fondée sur le titre d'un de vos ouvrages, Repenser l'entreprise. Ça veut dire quoi exactement, repenser l'entreprise aujourd'hui ? C'est repenser sa finalité et repenser sa culture. Je pense qu'il faut abandonner l'idée que beaucoup d'économistes d'entreprise ont développée, que l'entreprise est faite pour produire des dividendes pour les actionnaires. Je crois que la finalité de l'entreprise est bien plus profonde et bien plus large que cela. L'entreprise n'est pas une machine à produire de l'argent, c'est une machine à produire du progrès. Quand je dis machine, je veux dire organisation humaine, capacité d'innovation, de créativité. Et je crois qu'il faut revenir à la spécificité de l'entreprise qui est sa créativité économique et technique. Aucune entreprise en régime concurrentiel ne peut survivre 10, 15 ou 20 ans sans renouveler constamment ses produits, ses procédés, ses compétences, ses réseaux. L'entreprise est essentiellement dynamique, elle est créative. Et sa spécificité est d'être créative dans un ordre donné qui est l'ordre économique et technique. Est-ce que la créativité veut dire automatiquement le progrès ? Je ne crois pas. Il n'y a pas de lien automatique. Et c'est là que la notion de sens et de finalité est importante. Il faut se poser la question de savoir, créativité, pourquoi, pour qui et comment ? Et les réponses à ces trois questions ne peuvent être qu'éthiques et politiques. Et pour moi, la finalité de l'entreprise, c'est de transformer son extraordinaire créativité économique et technique en progrès pour l'humanité. Et plutôt que de définir l'entreprise comme une agence à créer du profit et du bénéfice pour l'actionnaire, je trouve qu'il est beaucoup plus riche dans le débat et pour la légitimité de l'entreprise de la définir comme un agent de progrès économique et technique. Bien sûr, ce progrès est spécifique, ça n'est pas tout le progrès humain. Il y a le progrès intellectuel, le progrès spirituel, le progrès social, le progrès des sciences. Le progrès économique est plus limité que ça, mais il contribue à sa place au progrès de l'humanité. Et je crois qu'il est très important de rappeler la spécificité économique et technique de cette extraordinaire organisation créative et innovante qu'est l'entreprise. Vous êtes un des auteurs justement qui, dans ces livres, parce que vous en avez quand même écrit de nombreux, vous parlez, non seulement on parle du QI, du quotient intellectuel, on parle du quotient émotionnel, et vous parlez aussi du quotient spirituel. Alors, le quotient spirituel dans une entreprise à repenser, comment est-ce que vous intégrez cette notion-là ? Eh bien, à partir du moment où vous posez la question créativité, pourquoi, pour qui et comment, on doit s'interroger sur le sens du progrès humain. C'est une question millénaire, c'est une question que toute l'humanité s'est posée depuis le début. Quand on est passé de la pierre polie aux métaux, et des métaux aux villes, à l'élevage et à l'agriculture, on s'est posé la question de savoir si c'était bien ou mal pour l'humanité. Le progrès technique est ambigu. Le métal produit à la fois des armes, mais il produit aussi des socs de charrue. Donc l'ambiguïté est là et il faut se poser la question du bien et du mal. Aujourd'hui, il est sûr que l'atome
produit des possibilités médicales extraordinaires, des possibilités énergétiques extraordinaires, mais il produit aussi la bombe. Donc tout progrès technique et même économique porte en lui cette ambivalence, cette ambiguïté. Et on ne peut répondre à ça que par la conscience, qui est peut-être une des spécificités de l'humain. Il faut choisir entre le bien et le mieux, et parfois entre le mal et le pire. Mais ça, c'est un choix qui relève de la conscience, de la vie intérieure et des valeurs qu'on développe dans cette vie intérieure. Justement, par rapport à cette réalité-là de la question de sens en entreprise, avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui, une économie qui se tourne quand même très fortement vers l'actionnariat et que vous dénoncez, est-ce que là, on n'est pas justement dans une économie plutôt du mal? Là, je crois qu'il faut distinguer la partie spéculative de l'économie, ou la partie qui capte le résultat de l'effort économique, de la partie qui crée cette innovation permanente et ce progrès économique. Et il est certain que l'innovation, qui est le cœur même, à mon avis, de l'acte d'entreprendre, soit orientée vers le bien commun, soit orientée vers le développement de l'être humain, soit orientée vers des solutions aux grands défis du XXIe siècle. Et c'est pour ça que je crois que définir la finalité de l'entreprise à partir de sa créativité permet de poser la question de l'orientation de cette créativité. Par exemple, lorsqu'on décide d'un progrès ou d'une activité économique, il est important d'y ajouter la dimension planète, économie. Est-ce que ce que je vais produire va améliorer les problèmes de la planète ou va au contraire les détériorer? Je pense qu'il est important d'amener dans ces choix d'entrepreneurs, dans ces choix d'innovation, la dimension sociale. Est-ce que ce que je vais faire augmente les inégalités ou permet de les diminuer? Je pense qu'on peut aussi y mettre la dimension politique. Dans quelle mesure est-ce que l'entreprise contribue au bien commun tel qu'il est défini par le jeu démocratique, ou bien contribue-t-elle au contraire à augmenter les inégalités et à mettre en danger la cohésion sociale, à abîmer le tissu social? C'est là que donner un sens à l'esprit d'entreprise, à la créativité économique, à l'innovation, ne peut être que par la dimension éthique et politique. Alors, avant de passer à la deuxième partie de notre émission, juste une petite question. Oui. Est-ce que vous êtes entendu comme économiste? Vous êtes un peu un prophète? Je suis entendu par un certain nombre de personnes, mais vous savez comme moi qu'il n'est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors je crois que les chefs d'entreprise comprennent très bien ces problèmes et ont toujours compris ces problèmes. Ceux qui comprennent mal ces problèmes sont les spéculateurs, sont ceux qui sont entièrement dans le monde de la finance et qui rêvent de créer plus d'argent avec de l'argent sans passer par l'économie réelle. Ceux-là ont beaucoup de peine à entendre. Les chefs d'entreprise entendent et beaucoup d'entre eux prennent leurs responsabilités sur le plan de la planète, sur le plan des inégalités et sur le plan d'une éthique responsable de leurs décisions stratégiques. Philippe Debaut, on vous retrouve dans quelques instants pour parler de leadership. Philippe Debaut, pour cette deuxième partie de notre magazine, je voudrais discuter avec vous un petit peu la fonction de leadership. Vous avez, tout au long de votre œuvre, insisté sur le fait que le chef d'entreprise ne peut se réduire à un manager, mais que la notion de leadership, elle est fondamentale. Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot leadership ? Eh bien, je mets ce que le mot management au sens restreint n'y met pas. Au sens restreint, le management est finalement l'organisation de ressources, la maximisation de ressources rares pour le meilleur résultat possible. Et un ingénieur américain avait
réduit le management à la pensée suivante en disant l'organisation scientifique du travail nous permet aujourd'hui de remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Or, trop souvent, dans les écoles de gestion, le management se réduit à l'administration des choses. Supply chain, production, comptabilité, contrôle, finance, bilan, budget. Or, tout chef d'entreprise sait que l'entreprise, c'est d'abord une communauté de personnes. Et je crois qu'il est plus important, ou au moins aussi important et beaucoup plus difficile, de s'occuper des personnes que d'administrer des choses. Et le leadership, pour moi, c'est l'animation, la motivation de groupes de personnes qui travaillent dans l'entreprise. Et le rôle du leader, précisément, est de rendre ces personnes créatives, au sens où l'entreprise est une institution innovante, changeante, créative, etc. Et le rôle du leader est tout d'abord et avant tout de donner un sens aux travailleurs et de les rendre conscients et fiers du travail qu'ils accomplissent. C'est-à-dire faire référence à la finalité de l'entreprise qui, comme nous l'avons vu à l'instant, est de créer un progrès spécifique pour l'humanité. Le leadership, c'est d'abord ça, c'est donner sens au travail qui est souvent répétitif, monotone, qui est parfois très exigeant, parfois très complexe, et qui oblige les gens à un effort permanent de changement, de renouvellement, etc. Le sens du leader, le rôle du leader, c'est précisément de rendre intéressant, motivant et signifiant le travail. Ça, c'est son premier rôle. Son deuxième rôle, c'est peut-être d'être l'architecte de l'éthique collective de l'entreprise, c'est-à-dire incarner et discuter avec les membres de l'entreprise des valeurs que l'entreprise défend. Par exemple, des valeurs qui touchent à la planète, des valeurs qui touchent aux inégalités, des valeurs qui touchent à la dignité de l'homme et de la femme au travail, ce type de valeurs-là. Et je crois que le leader est l'architecte de la conscience collective, de l'éthique collective de l'entreprise. Et pour ce faire, je pense que le leader ne peut pas être seulement un manager. Si l'on pousse le management au sens étroit du terme jusqu'à ses limites, il devient le robot de la performance financière de l'entreprise. Or ça, pour moi, c'est insuffisant, c'est réducteur et c'est même inacceptable. Le leader n'est pas seulement un professionnel qui vient avec sa compétence et son intelligence pour gérer les choses. Bon, ça c'est le IQ, le quotient intellectuel. Je crois que pour être un leader, il faut apporter les autres dimensions humaines, la dimension émotionnelle, le EQ, et la dimension spirituelle, le SQ. Alors, la dimension émotionnelle, c'est la communication, c'est la proximité, c'est la rencontre. La rencontre, c'est beaucoup plus que de l'information, c'est vraiment un échange. C'est le souci de l'autre. Un chef d'entreprise m'a un jour dit, je lui parlais du respect des personnes dans l'entreprise, il m'a répondu, il faut aller bien au-delà du respect, il faut aller vers le souci de l'autre. Il a employé le mot anglais « caring for people ». Ça, c'est la dimension émotionnelle. Une communication, un échange, une rencontre, une mise en commun, non seulement des informations, non seulement des soucis, mais aussi des valeurs. Une éthique du care, si on veut. Oui, une éthique du care. Et ça, c'est la dimension émotionnelle, c'est la dimension vraiment humaine de rencontre. Et la dimension spirituelle, alors, c'est la plus profonde, c'est la dimension qui relève de la conscience. Alors quand on dit spiritualité,
beaucoup de personnes crient crient à la religion en disant vous êtes catho, donc il est nécessaire d'avoir une spiritualité. Non, je crois que toute personne a une conscience. La spiritualité n'est pas d'abord liée à une religion, elle est d'abord liée à la conscience de chaque individu. Et c'est là que les valeurs s'élaborent. Et sans valeurs spirituelles, je ne crois pas qu'on puisse être un vrai leader. Le vrai leader est celui qui a de l'autorité. Et l'autorité, la définition de l'autorité, c'est d'être accepté et reconnu par les autres et en même temps reconnaître les autres. On ne peut le faire que si l'on a une vie intérieure profonde. Et tous les chefs d'entreprise, vrais leaders que j'ai rencontrés dans mes recherches, avaient une conscience très profonde de leur métier et des valeurs qui les animaient. Au niveau de l'économie réelle, de l'industrie des biens et des services, les chefs d'entreprise sont parfaitement conscients de ça. Ce sont les financiers et les spéculateurs qui oublient cette dimension. On pourrait dire que ces chefs d'entreprise-là, ce sont de véritables chercheurs de sens aussi. Absolument, absolument. L'un d'entre eux m'avait dit « j'ai une volonté d'entretenir ma conscience et j'ai le jeu des 10 mots-clés. Je dois avoir 10 valeurs et si j'en rajoute une, j'en enlève une autre. Et de temps en temps, je relis mes valeurs pour voir si je les mets en pratique dans ma vie professionnelle. Et si je ne les mets pas en valeur, j'essaie de m'améliorer ou de changer remplacer des valeurs par une valeur qui me semble plus importante. Et ce chef était en même temps un dirigeant très performant, très accepté par son personnel et reconnu par la communauté où il travaillait. Ça, c'est le leader. Peut-être quand même, le leader chrétien, est-ce qu'il diffère ou non d'un bon leader? Alors, le leader chrétien, pour moi, est celui qui met en pratique les valeurs de l'Évangile, qui sont d'abord des valeurs d'amour de l'autre, de reconnaissance de l'autre, d'écoute de l'autre. Mais dans une entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre son collaborateur debout, le développer, lui faire partager ce sens de la création, qui est une des valeurs chrétiennes du dirigeant chrétien. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise, sinon de participer à la création qui est inachevée et dont le chrétien a la responsabilité sur le plan de l'entreprise, c'est d'achever la création sur le plan économique, technique, matériel, la contribution au royaume sur un plan très spécifique qui est celui du progrès économique. Philippe de Waut, on vous retrouve alors dans quelques instants pour aborder la troisième partie de cette thématique de repenser l'entreprise. Nous avons donc eu sur la repensée de l'entreprise, le leadership, et vous abordez également une troisième thématique, le statesmanship, et ça je pense que ce sera intéressant qu'on puisse y revenir dans quelques instants. Philippe de Waut, statesmanship, c'est un terme qui vous est cher. Là, vous devez m'éclairer cette fois-ci, parce que ça veut dire quoi exactement? Alors, statesmanship, c'est l'entreprise citoyenne. C'est l'entreprise qui prend en compte le bien commun et pas seulement le bénéfice, le profit pour l'actionnaire ou la seule bataille concurrentielle. C'est une éthique de responsabilité. Quels sont les résultats de mes décisions et de mon action? Valérie disait l'homme sait souvent ce qu'il fait, il sait très rarement ce que fait ce qu'il fait. Je crois que l'éthique de responsabilité s'occupe des résultats, que ceux-ci soient des résultats directs ou indirects. Les économistes appellent ça les externalités pour avoir une bonne raison de ne pas s'en occuper. Je crois que le statesmanship consiste à prendre en compte aussi les externalités de son action. C'est-à-dire quel est l'impact de mes stratégies, de mes innovations,
de mes décisions à long terme sur la société. Alors, il y a des problèmes sociétaux majeurs que tout le monde connaît aujourd'hui. La planète, bon, le réchauffement climatique, la pollution des mers, des eaux, des terres, la disparition de la diversité biologique de notre planète. Bon, il est certain qu'un type d'action économique abîme la planète. Et donc, le statesmanship consiste à prendre ça en compte et à réduire l'impact négatif, sinon à apporter une solution nouvelle à ces problèmes. Un autre exemple est celui des inégalités. Nous savons tous que, après les travaux de Piketty, il n'y a plus beaucoup de doute à avoir. Les revenus du travail par rapport aux revenus du capital n'ont cessé d'entrer dans une inégalité croissante. Il faut parer à ce danger. Sans ça, le tissu social va être mis en place. La précarité du travail. Bon, alors ça, ce sont les retombées sociétales de la stratégie des entreprises, et le statesmanship consiste à en prendre compte. C'est-à-dire à tenir compte du bien commun. Alors, vous me direz, qu'est-ce que le bien commun? Ce n'est pas au chef d'entreprise à définir le bien commun. Non, ce n'est pas au chef d'entreprise à définir, c'est à toute la société, mais le chef d'entreprise en fait partie, l'entreprise en fait partie. Elle doit donc être part au débat sur le bien commun. Elle doit être donc très active dans la concertation sur la question majeure du bien commun. Quel monde voulons-nous construire ensemble avec les puissances, les pouvoirs extraordinaires de notre créativité scientifique, technologique et économique, dont l'entreprise est un acteur majeur? Eh bien, le statesmanship consiste précisément pour l'entreprise à être partie prenante d'une définition du bien commun et d'une mise en œuvre de celui-ci en coopérant avec les autres acteurs de la vie sociale. C'est-à-dire que si l'on entre dans cette perspective, la concertation va s'élargir non bien au-delà de la concertation employeur-travailleur, pour entrer dans une concertation sur l'avenir de notre terre et le type de société que l'on veut construire. Et là, encore une fois, je crois que si on prend un point de vue chrétien, il faut revenir à cette extraordinaire parole de saint Paul qui a été dite à notre baptême. Vous êtes tous prophètes, prêtres et rois. Je pense que l'aspect prophétique consiste précisément à voir et sans doute à dénoncer les déviations et les dérives de notre système et à entrer dans une concertation pour garder les qualités de ce système, mais pour corriger les déviations. Ça, c'est le rôle prophétique. Le rôle royal, c'est de dire nous contribuons à l'avènement du royaume, à notre place spécifique, qui est le progrès économique et technique, qui n'est qu'une des formes du progrès humain. Mais là, nous voulons qu'il se fasse dans la perspective du royaume de Dieu, avec toutes ces valeurs de dignité, de respect de l'autre, de promotion, de solidarité, de fraternité et d'amour. Et troisième rôle, le rôle de prêtre, c'est-à-dire mettre ces valeurs dans les décisions et les organisations où nous nous activons, c'est-à-dire les mettre dans les décisions stratégiques, les mettre dans le type d'organisation que nous animons et dans la motivation que nous essayons de donner aux personnes qui travaillent avec nous, et de l'apporter également dans la concertation sur le type de monde que l'on veut créer ensemble. Si un leader doit être également un statesmanship, doit avoir cette qualité de statesmanship, est-ce qu'aujourd'hui on a des exemples en Belgique, par exemple, de chefs d'entreprise qui ont élargi les finalités de leur entreprise pour justement veiller, si je prends par exemple l'écologie, à être attentif à ce que la terre qu'ils rendront aux générations futures soit une terre plus propre? Est-ce qu'ils vont élargir leur finalité pour tenir compte de ces réalités-là? Il y a un exemple magnifique à l'heure actuelle, c'est Umicore. Umicore, c'est la vieille union minière qui a été transformé en un bijou technologique qui protège en fait l'environnement en recyclant les métaux polluants,
en créant des métaux nouveaux, beaucoup moins polluants, et en s'occupant, bien sûr, de la planète. Nous en avons eu un au sortir de la guerre, qui était vraiment le statesman au sens propre du terme, c'est Léon Descartes. Léon Descartes était un grand entrepreneur qui a développé une entreprise mondiale performante. C'était un grand leader qui animait ses communautés de façon terriblement humaine, magnifiquement humaine. Et c'était aussi un statesman. C'est lui qui a amené les lois avec les syndicats, les lois de 48, qui ont organisé la concertation au niveau de l'entreprise, au niveau de la profession et au niveau national, et qui ont assuré à la Belgique une entente sociale tout à fait remarquable. Et c'est lui qui a présidé aux accords de 54 sur la productivité, répartir les fruits de la productivité de manière équitable entre l'entreprise et ses travailleurs. Voilà un chef d'entreprise qui était un véritable statesman. Il y en a de plus en plus dans le monde aujourd'hui. Par exemple, Danone et sa volonté de développer un entrepreneuriat social dans les pays les plus pauvres montre qu'on peut s'occuper du bas de la pyramide, ce qui est tout de même un point important du bien commun mondial, et être une entreprise performante. Vous qui rencontrez de nombreux chefs d'entreprise, avez-vous le sentiment que cette notion justement du bien commun est quelque chose qui est en train d'être véritablement intégré dans la fonction des chefs d'entreprise aujourd'hui? De plus en plus. De plus en plus. Et d'ailleurs, les chefs d'entreprise de l'économie réelle se sont toujours souciés de ça. Ce sont des gens qui se rendent bien compte que l'entreprise n'est pas une île et qu'elle doit vivre dans une société qui l'accepte. De plus en plus de chefs d'entreprise dans le monde réel pratiquent ce bien commun. Je reste sceptique sur le monde de la finance. Il y a une finance éthique qui est en train de se mettre en place, mais elle est encore extrêmement marginale. Et ce que je redoute, ce sont les jeux financiers spéculatifs et les produits financiers que personne ne comprend et qui peuvent entraîner des crises absolument mondiales, comme la crise de 2008, qui est née d'un produit financier appliqué sans la moindre éthique à des clients qui pouvaient ne plus être solvables. Comment vous, justement, qui avez enseigné l'éthique économique, pouvez avoir une voix qui permet justement de dénoncer ces dérives financières? Mais je crois que les écoles de gestion sont importantes dans ce domaine-là. Je crois que les entreprises et les groupements d'entreprises, comme par exemple l'ADIC qui a organisé cette réunion très intéressante sur la réinvention de l'entreprise, peuvent jouer un rôle considérable. Je crois que les associations de dirigeants et de cadres, et notamment de dirigeants chrétiens, peuvent avoir un rôle influent et faire une différence dans l'évolution de notre système. Merci Philippe de Hoodt d'avoir pris le temps de nous reparler un petit peu, de repenser l'entreprise, du leadership, du statesmanship. Merci beaucoup d'être venu dans notre émission. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site infocato.be. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.